Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, c'est quand même de l'histoire ancienne dans nos smartphones. J'en veux pour preuve l'âge de Siri chez Apple. Pour autant, l'emballement que l'on connaît autour des IA génératives et leur intégration dans les derniers modèles de téléphone sont en train de modifier nos usages mobiles. Alors, profondément, est-ce qu'on peut parler de révolution? Ce sera notre grand sujet aujourd'hui à la une. Et puis, je vous proposerai aussi, dans le rendez-vous du droit de la donnée, de regarder ce qui se passe du côté de l'indépendance numérique de l'Europe avec peut-être une clé, un levier en tout cas à activer du côté du couple franco-allemand. Mais d'abord, 3 questions sur la simulation virtuelle pour la guerre du futur. C'est tout de suite dans Smart Tech. Bonjour Manon Gentil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'agence Magenta qui a lancé Novi 8, donc une plateforme immersive en 3D qui permet aux entreprises, aux grandes organisations de simuler des environnements, notamment pour la formation, mais aussi pour de la planification stratégique. Et dans le domaine militaire en particulier, c'était sur ce point que j'avais envie de vous interroger et de vous interviewer parce que je n'ai pas pu me rendre sur ce salon Sophins qui était dédié à l'armement, à la défense et à toute cette industrie militaire. Donc je n'ai pas pu assister à vos démonstrations, mais ça a quand même retenu mon attention. Vous y parlez de simulation en 3D semi-réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Alors en effet, Novi 8 est une plateforme de simulation immersive. Aujourd'hui, dans un monde où justement l'actualité est incertaine, c'est important de pouvoir anticiper et de pouvoir prévoir de manière immersive peut-être des événements futurs. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on est capable de faire avec Novi 8, c'est donc de pouvoir agréger de la donnée pour restituer des environnements en 3D qui vont se baser donc sur des lieux spécifiques. Et on va pouvoir circuler à l'intérieur et se projeter. D'accord, mais pourquoi semi-réaliste ? Alors semi-réaliste parce qu'on va pouvoir récupérer de la donnée et reproduire en fait en 3D des centres industriels, des lieux publics, n'importe où dans le monde pour pouvoir après se projeter de manière beaucoup plus intuitive et anticiper justement des opérations dans un cadre, pourquoi pas d'entraînement, pourquoi pas de prospective ou même de gestion de crise par exemple. Vous ne parlez pas pour autant de réalité virtuelle, Alors non, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un outil qui va permettre de faire de la stratégie. Après, à terme, sur des supports de diffusion, on va pouvoir, et ça c'est aussi toute l'innovation de Novi 8, on va pouvoir s'en servir en fait sur n'importe quel type d'outil. Donc ça va être par exemple un téléphone, une tablette, un écran, mais aussi, pourquoi pas, de la réalité virtuelle. Et ça, c'est vraiment le mode de diffusion qui est très innovant puisque c'est très léger. Aujourd'hui, les moteurs 3D sont très lourds et nécessitent des machines, des moteurs de rendu très très puissants. Nous, ce qu'on propose, c'est de travailler avec des données web en fait qui va permettre d'alléger cette Mais alors, donc, dans sa version très professionnelle, donc on importe de la donnée réaliste dans ces environnements 3D qui vont permettre aux forces armées de quoi ? De s'entraîner, de simuler des scénarios. Comment ils s'en emparent ? Alors, ils s'en emparent. En fait, ils vont pouvoir reconstituer des lieux. Donc, par exemple, un théâtre d'opération, sur un lieu public. Ils vont pouvoir, en fait, récupérer donc, des données via, par exemple, des photos satellites ou de la photogrammétrie ou du lidar. Novi 8 va intégrer en fait ces données et reproduire comme une maquette virtuelle en fait. Aujourd'hui, on appelle ça des caisses à sable. Donc, c'est une caisse à sable virtuelle, des maquettes virtuelles où on va pouvoir donc retrouver en 3D des lieux spécifiques. Et avec ça, on va pouvoir apporter tout un ensemble de personnalisation comme des données, par exemple, géographiques, des données météo qui vont permettre, par exemple, de nous donner la lumière et tout un certain nombre d'éléments qui vont les aider à préparer en fait des opérations. Et vous avez, quand vous discutez en tout cas avec les équipes, vous entendez que ça modifie leur approche en fait aujourd'hui du combat et peut-être du combat du futur de demain ? Exactement. En fait aujourd'hui, donc Novi 8 propose d'accompagner aussi la transformation numérique du monde des armées. Aujourd'hui, les armées utilisent
beaucoup d'outils qui sont un peu dispersés. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose qui centralise et qui les aide en fait à préparer leur mission de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus fluide. Avec des données très précises. Avec des données, alors des données que eux vont pouvoir intégrer, puisque l'objectif, c'est que eux, ils l'utilisent de manière autonome à la fin. Et nous, on est toute une équipe de développeurs, de designers, mais l'objectif pour nous, c'est que leur expérience, elle soit la plus fluide possible. On s'adapte à leurs usages et l'objectif, c'est qu'ils puissent le prendre en main et préparer de manière beaucoup plus rapide, en fait, ces opérations qui, aujourd'hui, leur prennent beaucoup, beaucoup de temps. Merci beaucoup Manon Gentil de nous avoir fait découvrir cette technologie. Donc Novi 8 ou Novi 8 si vous êtes anglophone. Je vous rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de cette plateforme et la fondatrice de l'agence Magenta. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Ce talk est consacré à la révolution dans les usages mobiles. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle générative est arrivée. On en parle avec Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Bonjour. Journaliste spécialisé dans la tech depuis une vingtaine d'années. Oui. Testeur. Ouais, moi je dis à peu près. Observateur aussi, averti de toutes ces nouveautés produits. Des nouveautés technologiques évidemment, mais plutôt grand public, c'est plutôt votre spécialité. Et à côté de vous, Pascal Malotti, bonjour. Bonjour. Directeur de la stratégie de l'agence Valtech et spécialisé sur les sujets de transformation numérique et d'innovation. Vous êtes aussi professeur à l'université Paris-Dauphine et Cergy Paris Université en Master 2, je crois, sur marketing et business. Exactement. Voilà nos deux experts. Alors, l'intelligence artificielle, je disais en introduction, c'est un peu de l'histoire ancienne quand même dans les smartphones, mais on a un emballement pour ces IA génératives avec une intégration dans les derniers modèles qui sont sortis. Est-ce que c'est en train vraiment de profondément modifier les usages ? Moi, c'est l'impression que j'en ai, mais j'aimerais vous interroger, vous, et vous entendre sur à quel point vous considérez que c'est une révolution, à quel point on est en train de changer vraiment de paradigme sur ces usages, et peut-être vous allez même me dire, c'est peut-être aussi la fin du smartphone. Éric. Alors, pas tout de suite, la fin du smartphone quand même. Okay. Pas tout de suite, mais oui, c'est possible qu'à la fin, effectivement, les usages qu'on voit émerger aujourd'hui nous mènent demain à des nouveaux produits parce que, en fait, on pourra discuter avec un ordinateur d'une nouvelle manière sans forcément avoir le même paradigme qu'on connaît depuis X années, c'est-à-dire un écran avec des icônes, on clique sur ces icônes et voilà. Parce que c'est pas idéal ? On peut déjà faire de la reconnaissance vocale, utiliser la reconnaissance vocale pour parler à son chatbot. Ouais, là, effectivement, c'est là qu'émergent des nouveaux usages. Ça fait très longtemps qu'on connaît les assistants vocaux, type Google Assistant, Alexa, Siri, etc. Mais là, depuis l'intelligence artificielle générative, il y a vraiment une nouvelle vague d'assistants qui a émergé et ils sont vraiment, on peut même pas comparer leurs performances tellement ils sont bien meilleurs. Et on peut parler notamment de Perplexity, Perplexity qui est un assistant qui fonctionne très très bien, même s'il n'a pas encore toutes les fonctions qui lui permettraient de remplacer un Alexa par exemple, mais aussi évidemment Gemini de Google, qui est d'ailleurs maintenant installé sur des dizaines et dizaines de modèles de téléphones et qu'on peut télécharger très bien gratuitement depuis le Play Store, et qui en fait vous permet quand même d'avoir une discussion et d'utiliser votre smartphone vraiment à la voix pour le coup, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, ça va arriver. En fait, on sait très bien que Google avance vers un complet agent, une espèce de secrétaire un petit peu que vous auriez, à qui vous pourriez demander à peu près tout ce que vous voulez. Donc quand même, grosse transformation, révolution en vue pour vous. Qu'en pensez-vous ? Alors la fin du smartphone, pas avant 10 ans. Parce que de toute façon, on a des problèmes pour intégrer aujourd'hui dans des objets le hardware avec les composants, la miniaturisation des composants de l'intelligence artificielle. On peut parler des lunettes de Meta, mais en fait, si j'ai mes lunettes personnelles et mes AirPods Pro, je fais à peu près la même chose, sauf évidemment avec vos lunettes personnelles, vous arrivez à lancer de la musique Non, mais bon, elles sont adaptées à ma vue. Et les AirPods Pro, il me manque juste la fonction vidéo, qui d'ailleurs fait qu'on capture des vidéos à l'insu des gens qui sont dans la rue, donc on ne respecte pas les RGPD. Pour l'IA générative dans les smartphones, moi je dirais pour l'instant évolution. Par révolution, dans le sens où c'est des modèles probabilistes et il y a encore des marges d'erreur. Et les cas d'usage qui sont les plus intéressants, qu'on avait vu par exemple à la WWDC chez Apple en juin dernier, ne sont pas lancés parce que justement,
Pour prendre un cas simple, si je demande à Siri de me réveiller à 6h30 avec un modèle déterministe, il va me réveiller à 6h30, mais avec un modèle probabiliste, aujourd'hui, s'il me réveille à 3h30, je vais être très mécontent. Il y a un risque, effectivement. Il y a vraiment un Soyez risque. pas à l'heure. Alors, on va s'intéresser aux annonces de la Google I.O. parce que c'était quand même le grand événement dont je voulais vous parler côté Google, sa conférence annuelle développeur. Est-ce qu'il vous a semblé donc qu'il se jouait des choses très importantes lors de cette Google I.O. plus que les années précédentes, Eric? Oui, clairement. Parce qu'en fait, on va dire que Google avait pris pas mal de retard, en tout cas au niveau des annonces, par rapport à notamment. Donc là, on voit la conférence. Oui, et en fait, là, ils ont voulu vraiment mettre le paquet et en présentant un nombre d'annonces assez hallucinant, en fait, pour les avoir suivies depuis très longtemps. Ouais. J'en avais rarement vu une Google I.O. aussi impressionnante d'un point de vue des annonces. Alors, ça partait un peu dans tous les sens, comme ils savent le faire. Mais ils ont aussi rappelé, ça c'était assez marrant au début, à quel point ils ont été à l'origine de cette révolution IA qu'on a aujourd'hui, grâce notamment à la technologie des Transformers, etc. etc. Ils ont voulu en fait montrer qu'ils pouvaient toujours être les patrons. Et en fait, ils l'ont montré de plusieurs manières. Enfin, je ne sais pas si on va détailler, mais il y a évidemment la recherche par IA qui va changer beaucoup de choses pour tous les gens qui recherchent par Internet, mais aussi les prémices évidemment d'un nouveau assistant qui existe déjà, mais une version, on va dire, sous amphétamine, dopé à 100% d'un assistant qui aura notamment des fonctions agentiques, parce que c'est ça le nouveau Graal, qui permettra en fait donc du coup d'automatiser beaucoup de ce qu'on fait avec notre smartphone. Est-ce que les gens adopteront cette technologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont montré. Là, vous évoquez le projet Astra, ça? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Ok, mais avant projet Astra, déjà ce qu'on trouve aujourd'hui dans les derniers... alors, Lily, donc, qui m'aide à préparer cette émission, est allée assister à une démonstration de la sortie du smartphone, le nouveau smartphone phare du géant sud-coréen Samsung, donc son Galaxy S25 Edge. Elle nous a rapporté quelques images, notamment de la capacité du smartphone désormais à voir comme nous. Oui. Je propose qu'on regarde la vidéo. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la tour Eiffel au loin. Tu as une très belle vue de cet endroit. Comment puis-je t'aider? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la tour Eiffel? La tour Eiffel est le symbole de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. C'est un monument vraiment impressionnant. Et tu peux me dire par exemple ce que Gustave Eiffel a construit à part la tour Eiffel? Ah oui, Gustave Eiffel a aussi conçu la structure interne de la Statue de la Liberté à New York. C'est fou, non? C'est fou, non? Bon, c'était un peu facile de reconnaître la tour Eiffel, peut-être, vous allez me dire. Le Gemini Live, ça vous a bluffé? Là, aujourd'hui, ses capacités vous semblent assez étonnantes aussi? Moi, je pense que Google voulait remettre l'église au centre du village. Ils sont comme Meta, d'ailleurs, qui ont beaucoup investi sur l'IA. Ils se sont laissés dépasser un moment dans les annonces par OpenAI. Et donc, ils veulent montrer à nouveau qu'ils sont au centre du jeu. Ils travaillent toujours sur... Mais ils veulent tous montrer qu'ils sont au centre du jeu, parce qu'on peut parler aussi d'Apple qui se positionne comme le patron avec une certaine antériorité aussi sur l'IA et une respectabilité, enfin voilà, avec des usages plus responsables. Oui, mais la stratégie est différente chez Apple. Pour Apple, pour réussir, il faudra qu'ils infusent en fait de l'IA générative dans l'ensemble des services et produits. Ils ne se sont pas positionnés consciemment sur un LLM. En un mot, ils ont un LLM qui s'appelle Ajax, mais c'est juste pour des usages, des cas d'usage très très simples. Ils laissent les autres dépenser des milliards de dollars par trimestre en CAPEX. Et l'objectif, je pense pour eux, c'est de faire le coup qu'ils ont réussi avec Google, c'est-à-dire de prendre la meilleure technologie du marché à un moment, de se faire rémunérer pour l'usage de la technologie sur la plateforme qui aujourd'hui, évidemment, rassemble le plus grand nombre d'utilisateurs au monde, aisés et influents. Le milliard de consommateurs que tout le monde veut avoir. Donc c'est un peu une stratégie décalée et puis après c'est du Apple. Comme d'habitude, ils travaillent en vase clos, en mode fermé. Ils veulent pas que la donnée personnelle soit partagée, donc ils partent déjà avec les mains liées. Mais le fait de rattraper, puisqu'on va dire encore une fois qu'Apple est un suiveur, moi je suis pas très inquiet. Ils devraient y arriver, honnêtement. À un moment, ils vont se réveiller. Il y a eu des changements dans l'organigramme d'Apple, apparemment. Donc je pense que Tim Cook n'est quand même pas super content. Il y a eu visiblement un petit coup de colère, oui, sur le retard pris dans l'intelligence artificielle. Complètement. Le fait d'avoir annoncé des cas d'usage qui aujourd'hui restent une fiction, c'est évident. Il y avait un ou deux cas d'usage qui étaient très excitants. Le cas d'usage où
où je vais chercher ma maman à l'aéroport et ça va me déterrer l'horaire d'arriver au fin fond de mes emails et ensuite en temps réel aller taper sur les flight trackers pour me donner l'horaire finalement indiqué. Ce que personne ne peut faire aujourd'hui à cause de ce modèle de probabilité. C'était très excitant et pour l'instant on attend toujours et c'est reporté, on ne sait pas pour quand. Ouais. Oui, non, Apple a carrément pris du retard avec Siri, ça c'est sûr, c'est évident, mais comme vous l'expliquez très bien, c'est aussi à cause des contraintes qu'ils se mettent eux-mêmes, notamment d'un point de vue vie privée, etc. etc. Par contre, pour en revenir au mode live de Google, en fait, c'est encore une fois une évolution de Gemini qui est d'ailleurs pas exclusive là, aux c'est Galaxy. Une démo de Siri que l'on voit. Oui, je parlais de la démo que vous avez montrée tout à l'heure. C'est une démo qui va être sur tout, enfin c'est pas une démo d'ailleurs, c'est une application qui sera sur tous les téléphones Android demain, qui n'est pas exclusive à Samsung, mais Google et Samsung travaillent ensemble sur ces sujets, parce que Samsung c'est aussi un énorme vendeur de smartphones Android. Mais ils ont dit qu'ils allaient aussi intégrer Perplexity. Ouais, alors, ce qui leur permet de manger tous les râteliers. Après, sur Android, il y a une technique pour choisir un assistant par défaut. Et en fait, on choisira simplement Perplexity ou Gemini ou alors un autre potentiel, peut-être celui d'OpenAI, voilà. Mais en tout cas, pour ce mode live, c'est une évolution de ce que Google fait depuis très longtemps. Ça s'appelait Google Lens à une époque. Maintenant, c'est en live. Même s'il y a une petite latence, ça permet d'avoir une conversation avec la machine. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça peut avoir des cas d'usage, notamment en matière d'accessibilité. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont montré pour des personnes malvoyantes. Ouais. Pour le coup, c'est assez intéressant. Après, ça ne révolutionne pas l'usage. Je l'utilise, moi, un peu pour le tester. Ça ne révolutionne pas l'usage complet d'un assistant. Ici, Google montre juste qu'il sait faire parfaitement des IA multimodales. Et donc là, on profite pour cette démo un peu bluffante, quoi. Et alors, il y a une vidéo sur le web, sur YouTube précisément, qui tourne sur le projet Astra. Oui. On va pouvoir voir des images. En quoi ça, c'est une vraie révolution ? Parce qu'en fait, c'est un peu une combinaison de tout ce que sait faire Google aujourd'hui. Et alors, la démo, on ne sait pas si elle est vraiment en temps réel. Oui, parce qu'il y a des coupes quand même. Il y a des coupes, on ne sait pas vraiment si c'est en temps réel et tout, mais effectivement, ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il fait là, justement, à l'image ? Il doit réparer son vélo. En fait, là, ça tire parti de fonctions qu'on dit agentiques, c'est-à-dire que l'IA va elle-même aller faire des opérations sur le téléphone qui sont normalement réservées aux humains. C'est-à-dire que là, il lui demande, par exemple, d'aller chercher le PDF d'un manuel d'un vélo. Là, l'IA va aller chercher sur Internet et puis après, il lui demande cherche-moi là où elle parle de cette réparation. Donc là, elle va scroller le PDF et lui lire la réparation. Donc ça, il le fait main libre. Ensuite, il y a différentes étapes. Il n'a pas besoin en fait de cliquer sur une nouvelle application. Exactement. L'IA va chercher elle-même sur YouTube une information dont il a besoin. Et là, sans doute, la démo la plus bluffante, c'est que l'IA appelle elle-même un magasin de réparation de vélo pour récupérer une pièce pendant qu'il fait autre chose. Donc l'IA, sans même que son téléphone soit allumé sur l'application téléphone, appelle et dit ok, c'est bon, la pièce est disponible dans ce magasin, j'ai appelé. Voilà, donc ça c'est un peu le projet ultime de Google et qui préfigure effectivement, on en parlait tout à l'heure, ce qu'ils veulent de nouveau demain comme interface, c'est-à-dire que dans l'idéal pour eux, ce ne serait pas sur un téléphone tout ça, mais alors ils parlent de lunettes, ça pourrait être autre chose, mais dans un appareil qui ne serait plus un terminal comme ça qu'on sort de sa poche, quoi. On pourrait l'utiliser. Finalement, on se dit, il est bien encombré avec son téléphone, là, il n'arrête pas de le prendre, de le poser, il ne sait pas comment le faire tenir. Voilà. C'est là où on se dit, il y a peut-être un nouveau device à trouver. C'est clairement l'idée derrière. Ouais. Tout le monde cherche ce qui va se passer après le smartphone. Après, je pense on le disait tout à l'heure, je pense que le smartphone est loin d'avoir dit son dernier mot. Pascal, sur ces dynamiques concurrentielles aujourd'hui sur le marché, stratégie d'Apple différente d'autres, enfin on voit que Samsung aussi s'ouvre à toutes les IA. En fait, il va y avoir des constructeurs de smartphones demain qui vont être hyper dépendants de ces grands modèles de langage. Oui et non, parce que chez Apple, on a la tradition quand même de vouloir verticaliser l'intégration et de maîtriser la technologie qu'on met en place, même si, encore une fois, ils ne sont pas allés sur le moteur de recherche parce que finalement, ils ne voulaient pas marcher sur les plates-bandes de Google et ils avaient d'autres projets. Donc, il est possible que, comme Samsung, ils regardent le marché et ils signent des contrats avec Perplexity, OpenAI et d'autres acteurs. Donc, voilà, moi, Samsung, personnellement... Tout en développant quand même des briques propriétaires. Oui,
en couche applicative sur les services et les produits qui sont cœur de métier, ils vont pas lâcher, à mon avis. Samsung, c'est un peu différent parce que pour moi, ils sont plus dans la bataille depuis très longtemps sur le marché des smartphones. Samsung, c'est une boîte extraordinaire qui fait plein de choses, de la mobilité, de l'énergie, de la logistique, des transports. Voilà, en Corée, ils ont des parcs d'attractions, ils ont des hôtels, mais des assurances. Mais là, à part plagier Apple, c'est-à-dire que vous voyez, hein, on parle du Galaxy S25 Edge. En fait, je voulais juste arriver avant sortir avant. Exactement, l'iPhone 17 ultra fine. Voilà, c'était l'objectif. Hein. Sur ce qui est à l'intérieur, c'était moins l'objectif, mais de toute façon, oui, ils vont continuer à intégrer le meilleur de la technologie sur leur smartphone. Et il y a une prime à celui qui sera plus rapide aujourd'hui sur ces progrès en matière d'IA générative ? Je sais pas. Ouais. Moi, je vois pas les Apple Store se vider de leur monde et je vois toujours les Samsung Store ou le Huawei Store à Paris être vides. Donc, c'est-à-dire que très souvent, à part les vendeurs et les mecs de la sécurité au Samsung Store, je pense qu'ils doivent faire des jeux de rôle toute la journée. Un Apple Store. Après, on achète son smartphone parfois de manière un peu différente, vous savez. Tout à fait, oui, mais bon, on le sait, un Apple Store, c'est rempli du matin au soir. Donc, faut voir aussi le grand public. Les personnes qui vivent autour de moi ne sont pas, comme moi, en train d'utiliser toujours les derniers cas d'usage. Pas tous des early adopters. Voilà, ça va mettre du temps avant d'infuser. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une preuve quand même à celui qui montrera le premier des usages complètement révolutionnaires avec ces IA génératives ? En fait, ce qui est sûr, c'est que Samsung, c'est pas leur techno, c'est celle de Google. Voilà. Et c'est depuis le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, où ils ont dit c'était le S24, je pense, je pense que c'est le 24 ou S23, où ils ont montré en fait des technos d'IA générative qui étaient d'ailleurs pas folichonnes. Hein. C'était celle de Google. Parce que c'est Google qui fait le travail derrière. Samsung fait le hardware, Google maintenant c'est les rois du software. Donc et d'ailleurs Samsung a fait des erreurs monumentales en matière d'assistants auparavant, en matière d'IA. On se rappelle de Bixby qui était une catastrophe. Non, on s'en rappelle pas d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, il y a effectivement une bagarre entre Samsung et Apple, mais bon, en fait, finalement, tout ça c'est un peu dépassé, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que l'IA c'est un bon moyen de reparler des smartphones. Parce qu'il y avait plus grand chose qui se passait dans le milieu des smartphones. Alors là, il faut un téléphone plus fin. Bon, est-ce vraiment intéressant ? Il a une batterie plus petite, donc il tient moins longtemps. Il a un beau design, mais c'est tout. Donc l'IA, c'est le nouvel Eldorado pour dire on arrive encore à innover. Il y a encore des choses excitantes dans le smartphone. Sauf que c'est plus les mêmes acteurs. Là, c'est Google qui tient, c'est Apple qui tient, c'est OpenAI éventuellement, on sait travaille aussi maintenant avec Johnny Ive avec un nouveau produit, c'est un peu mystérieux. Johnny Ive qui donc vient de chez Apple, qui a travaillé avec Steve Jobs. Okay. Donc voilà, c'est un peu l'IA, c'est le nouveau Graal pour le hardware. Donc, on verra bien ce que ça va donner, quoi. Merci beaucoup Éric Le Bourlou, journaliste tech, conseiller éditorial, et Pascal Malotti, directeur de la stratégie Valtech. Merci encore à tous les deux. Merci. C'est notre dernière séquence de l'émission. Elle est avec Mathieu Bourgeois. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Vous êtes avocat, vice-président du Cercle de la Donnée. Et aujourd'hui, vous voulez nous interpeller sur ce rôle que peut jouer le couple franco-allemand pour réussir cette quête, j'ai envie de dire, d'indépendance numérique de l'Europe. Tout ça sur fond de turbulences transatlantiques. Oui, alors Delphine, pour resituer le sujet brièvement, la souveraineté numérique, c'est un sujet préoccupant puisque vous savez, être souverain, c'est présider à ses destinées. Et la question posée, c'est est-ce que nous, les Français, les Européens, nous sommes souverains sur les réseaux numériques ? Est-ce que nous sommes à l'abri des menaces d'espionnage, de captation de valeur des puissances étrangères étatiques et non étatiques ? Alors il est permis d'en douter puisque si on reprend les 4 piliers de la souveraineté, la population et le territoire, vous savez que les données des Européens sont massivement stockées en dehors de l'Union européenne. Et si on prend les 2 autres piliers que sont la puissance et la légitimité politique, vous savez que les talents, pour une partie en tout cas, sont hors Europe, les talents européens, la puissance et les calculateurs aussi. Et la légitimité, vous savez qu'on est envahi de cookies, de CGU, de lois extraterritoriales qui s'appliquent en Europe. Donc ça a des conséquences, tout ça, notamment une que vous connaissez bien, qui est la manipulation et l'ingérence dans l'espace informationnel avec les phénomènes de fake news et de réseaux sociaux, et puis aussi une certaine dépendance économique à l'égard des plateformes extra-européennes. Donc pour ces 2 raisons-là, le Cercle de la Donnée et l'Agora 41 ont sorti une étude en 2022 sur la souveraineté numérique en pleine campagne présidentielle. Je me souviens très bien. Voilà. Et précision importante, je le dis parce que le Cercle a été interpellé sur LinkedIn à ce sujet et a répondu. On a
a organisé, le cercle a organisé il y a quelques jours un événement sur cette étude en axant les échanges sur le tandem franco-allemand et en intitulant cet événement la souveraineté numérique européenne. Alors je précise tout de suite pour les auditeurs, puisque c'est un sujet sensible en ce moment, l'échelle européenne a été jugée pertinente dans cette étude pour rivaliser avec les autres puissances du cyberespace. Mais les voies politiques pour y parvenir, c'est-à-dire fédération, confédération, coopération, elles sont multiples et bien sûr doivent être débattues. Le cercle n'a pas pris position sur la souveraineté numérique européenne, sur la modalité politique de la souveraineté. Alors cet événement, pour terminer, qui a eu lieu le 22 mai, on a eu l'honneur au Cercle de recevoir, grâce à Philippe Lavaux, Jérôme Spinoza, consul général de France à Sarrebruck, je vous résumerai ce qu'il a dit, et puis l'association franco-allemande European Champions Alliance, avec ses deux responsables, Dominique Tessier et André Avogan, qui se sont exprimés sur ce tandem. D'ailleurs, ils n'aiment pas parler de couple, ils préfèrent parler de tandem ou de binôme franco-allemand. Ok, alors justement, rappelez-nous un peu ce qui a été dit là, lors de cet événement. Alors, 3 constats. Premièrement, un déficit historique de souveraineté numérique qui a été exposé par les 3 intervenants pour premièrement une raison de sous-estimation du sujet dans les années 80-90. Les Européens ont mis un peu plus de temps que les autres à réaliser que les données avaient une valeur stratégique. Vous savez, au Cercle, on pense que les données sont le reflet des biens et des personnes. Je pense qu'en Europe, on a mis un peu de temps à réaliser ça. Donc quand on a des données clients, en réalité, c'est les clients qu'il y a derrière. Et donc quand on confie tout cela à des opérateurs américains, en réalité, ils connaissent très très bien vos clients. Ils peuvent même à un moment donné, d'une certaine manière, vous bypasser d'une certaine manière. Deuxième élément de ce premier constat, c'est les racines de cette panne était culturel, économique et institutionnel. Culturel, je viens d'en parler, ce retard. Économique, en fait, il y a un phénomène d'accoutumance et d'acceptation, de résignation, en fait, de se dire, ils ont tellement d'avance, il y a une telle masse, ils font 190 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Google, par exemple, pour le groupe Google, que nous, les Européens, économiquement, on ne fait pas le poids. Et donc, il y a une forme de résignation qu'il faut peut-être inverser. Et puis institutionnel, parce que ce qui est vrai, et ça a été dit, c'est que l'Europe est malheureusement pas très efficace dans sa gouvernance. Et donc, ce qui sort, notamment les textes, sont plutôt des entraves que des facilitations et sont parfois très inintelligibles. Le deuxième constat, ça a été la nécessité d'un réveil stratégique. Et le troisième constat, ça a été le rôle structurant du tandem franco-allemand, avec quelques exemples donnés par le consul général de France, notamment la collaboration entre des universités françaises et allemandes, par exemple à Munich, et aussi le développement d'un cloud souverain, par exemple par le groupe Schwarz. Alors, quelles sont les suites que le Cercle pourrait donner à cet événement et à ces prises de parole pour favoriser justement ces rencontres franco-allemandes, faire émerger éventuellement des liens, des partenariats qui vont dans le sens de cette indépendance numérique européenne qui s'appuierait sur donc ce noyau franco-allemand? Alors, 2 idées. Premièrement, on est en train d'en discuter au Cercle avec l'association European Champions. Donc, premièrement, intégrer dans les groupes de travail du Cercle des personnalités du monde franco-allemand. Par exemple, il y a un groupe de travail qui est dirigé par Mathieu Gras, un des cofondateurs du Cercle, qui est commissaire aux comptes et qui a un passé dans la data et dans la science de la donnée. Eh bien, ce groupe travaille sur les professions réglementées. Il est question d'intégrer des gens de l'univers franco-allemand dans ce groupe. En tout cas, on en discute et on en a parlé avec eux. Ils sont très ouverts. Deuxième idée, renouveler la tenue d'événements comme celui du 22 mai sur des sujets de coopération européenne numérique. Ça, on en a parlé et ça peut être effectivement très important, très, très, très fructueux qu'on ait des moments comme ça où on se rend compte. Parce que finalement, ce qu'on a réalisé pendant cet événement, c'est que les personnalités du monde qui connaissent bien l'économie allemande connaissent assez mal en fait le milieu de la tech française et réciproquement. Et finalement, plutôt que de travailler outre-Atlantique et à l'excès, peut-être qu'on pourrait travailler à l'outre-Rhin, c'est quand même des voisins plus proches et on aurait beaucoup à y gagner. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois. Je rappelle que vous êtes avocat et le vice-président du Cercle de la Donnée. Merci pour vos éclairages très réguliers dans cette émission Smart Tech. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée à tous.